Hey, salut mes petits cornichons et gredous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Sword and Sorcery. Découverte et analyse d'un personnage. Et nous allons parler cette fois-ci du personnage de Rild. Rild qui est un personnage, comment dire, l'archétype du barde, on va dire, dans tout ce type de jeu. Bien que il n'y ait pas de chansons ou d'autres capacités spécifiques qui lui permettent de mettre genre des auras autour de lui pour aller booster ses compagnons. On verra comment il fonctionne. Donc on a un côté Bard, un côté Blade Master, met des épées. Donc il a une particularité, notre ami Rild, c'est que côté chaotique, il est mage dextérité, et côté loyaliste, il est côté force. Donc on a le Blade Master côté loyaliste, on a le Bard côté chaotique. Vraiment, on a cette fois-ci deux zones, enfin deux archétypes bien distincts avec des capacités distinctes. Donc il y en a un qui est orienté dégâts tank, l'autre qui est orienté support. Après, c'est l'équipement qui va faire que tu vas t'orienter dans telle ou telle branche, telle ou telle zone. Les deux peuvent faire un peu tout, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand tu regardes les compétences, tu dis que naturellement, il y en a un qui est plus orienté d'un côté que de l'autre. Allez, on se retrouve en vue d'en dessous pour découvrir la figurine de Rild, ses capacités, les talents, sa roue de talent, ses pouvoirs, etc., etc. On est parti, ils sont partis, à tout de suite. Et nous revoilà donc en vue de la boîte pour parler de Rild, le barde maître des épées, l'épéiste. Voici sa petite figurine. Donc c'est plutôt cool. Bien stylé, bien en mouvement, bien sympathique. Donc je disais que côté loyaliste, Rild était un personnage de type force, que voici. Et côté chaotique, il était un personnage de type mage dextérité. Donc vraiment deux façons de s'équiper vraiment différentes. Et ça c'est plutôt cool qu'un personnage et cette distinction vraiment entre un côté chaotique, un loyaliste et côté chaotique, une distinction vraiment franche. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de telle action, enfin de telle différence d'un personnage à l'autre, et ça c'est plutôt sympathique. On va voir si on est pareil en termes de pouvoir. Il a vraiment tout un paquet de pouvoirs là qui lui sont. Il a six pouvoirs qui sont vraiment spécifiques à son côté loyaliste. Tiens, pense à l'orc. Il a du coup 6 pouvoirs qui sont spécifiques à son côté... 4 pouvoirs, pardon, spécifiques à son côté chaotique. Ou alors j'ai mangé des pouvoirs, fais voir, j'ai peut-être... je vais pas chier quelque part dans la semoule. Non, oui, c'est ça. Il a 5 pouvoirs d'un côté, et il a 5 pouvoirs de l'autre, je vous disais aussi. Et il a 3 pouvoirs neutres, voilà. Donc de quoi créer le personnage un petit peu comme on le veut. On va parler des habiletés des héros. On va commencer par le Blade Master qui est ici. Donc c'est un passif. Une fois au début de la quête, on va donner à un autre héros le token The Chosen Token. Donc ça c'est le token Chosen One, voilà. Un autre héros sur la phase qui l'intéresse. Il peut utiliser ce bonus une fois par tour. Donc, c'est-à-dire que le héros qu'on a choisi aura le droit, donc un autre héros, pas Rild, mais un autre héros, j'aurai le droit à avoir plus une touche, ou j'aurai le droit à avoir plus 1 en défense. Et ça, une fois par round. Donc, j'aurai le droit à ce petit bonus-là que m'octroie Rild. En compétence passive, il est agile, c'est qu'il ne peut pas être équipé d'armure lourde. Alors, ce qui est un peu dommage pour un personnage de type force, de ne pas pouvoir s'équiper d'armure lourde, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Le barde, lui, également, il a le Charming Voice, une fois par round. On peut relancer n'importe quel dé d'attaque ou de défense de l'ennemi ciblé. Et également, en agile, il ne peut pas porter d'armure lourde. Donc, les deux effets sont sensiblement les mêmes. Hein. C'est-à-dire que là, de ce côté, on va booster l'ennemi, un allié avec plus une touche ou plus en défense. Et là, on va aller relancer un dé ennemi, soit un dé d'attaque, soit un dé de défense. Petite préférence de mon côté sur le Blade Master, parce que
c'est efficace 100% du temps. Hein. C'est-à-dire que là, tu as plus une touche ou plus en défense. Voilà, c'est efficace 100% du temps. Tandis que là, c'est sujet à relance. Donc forcément, si ta relance ne te plaît pas, tu ne peux pas relancer le dé. Donc, tu es peut-être un petit peu embêté. Ou pas, mais voilà. Savoir que du coup, le fait que ce soit un bonus permanent fait que mon cœur penche vers le Blade Master. Après, les deux côtés sont sympas. Hein, il n'y en a pas un qui surnage par rapport à l'autre. Donc j'ai envie de dire en termes d'efficacité d'utilisation du personnage, ça va dépendre de la composition de l'équipe. Voilà, soit tu pars sur quelqu'un de force. Si tu as beaucoup de personnages forts dans ton équipe, pars sur du dextérité mage. Si tu as de la dextérité du mage et que tu es le seul personnage force, pars sur le côté force pour pouvoir avoir de l'équipement décent, pour pas du coup partager l'équipement avec tes petits copains. Tout simplement. On va parler maintenant des formes fantomatiques du Blade Master. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, à une portée de 0, quand on devient un fantôme, tous les ennemis dans notre zone souffrent immédiatement de 1 point de dégâts. Ils sont repoussés et ils sont KO. Donc, c'est un bon moyen, j'ai envie de dire, de venir à bout d'ennemis qui pourraient t'emmerder, qui n'ont plus qu'un point de vie, hein, tout simplement. Si tu as beaucoup d'ennemis qui n'ont plus qu'un point de vie, du coup, limite, tu vas peut-être te suicider pour en tuer 3, 4 d'un coup, si tu as envie. Et après, bon, les bâcher, les mettre KO, mais surtout les tuer. Bon, l'idée, c'est quand même de ne pas mourir, hein, tout simplement, mais ça reste relativement sympa. Côté barde, nous avons la résurrection, quoi, grosso modo. On est directement téléporté dans la zone de n'importe quel sanctuaire. Alors tu dis oui, bon, d'accord, et donc? Eh ben c'est juste très 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 bon. Parce que ça t'évite de faire tout le trajet à pied en volant pour aller te mettre au point d'un sanctuaire. On fait honte, quand tu voles, quand t'es mort, t'as 5 de mouvement. Mais tu es automatiquement, quand tu meurs, automatiquement ramené à la... comment dire? Au sanctuaire, enfin n'importe quel sanctuaire. Donc, principalement, tu essaies de cibler un sanctuaire actif, hein, c'est quand même mieux que cibler un sanctuaire passif. Hein. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que généralement, tu meurs pendant ton tour, hein, ou en tout cas à la fin de ton tour, une fois que les ennemis s'activent. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser la prochaine phase de préparation pour revenir à la vie. Directement, en fait. Tu meurs, grosso modo, à la prochaine phase de préparation, tu reviens à la vie. C'est pas tu meurs, tu retournes jusqu'au sanctuaire, hein, qui peut être là-bas. Et du coup, tu perds un tour et tu ne reviens à la vie qu'au prochain tour. Le fait de mourir et d'être directement ici, c'est une capacité très, très, très sympathique. Voilà. Donc, par rapport aux capacités, j'aime beaucoup le passif de lui, que je trouve plus efficace que celui-là, mais j'aime beaucoup le ghost, le pouvoir passif, le pouvoir quand t'es mort de celui-là. Voilà, donc là c'est pareil en termes de choix, j'ai pas forcément de choix à faire plus que ça. On va parler un peu des stats. Alors, les stats. Le Blade Master, déjà, commence avec aucun pouvoir et un talent. Voilà. 5 points de vie, une attaque, une action spéciale au niveau 1. Alors que le Bard commence certes avec 4 points de vie, une action d'attaque, une action spéciale, un pouvoir et un talent au niveau 1. Donc déjà, il est un peu plus gaulé que notre ami le Blade Master. En contrepartie, le Blade Master au niveau 7 à 15 points de vie. Une action d'attaque, 3 actions spéciales, 5 pouvoirs et 2 talents. Le Bard a 11 points de vie, donc 4 de moins. Une action d'attaque, 4 actions spéciales, soit une de plus. 6 pouvoirs dans 2 talents, donc 1 pouvoir de plus. Donc là, à ce niveau-là, le Bard est quand même nettement supérieur. D'autant plus que le Bard a 4 de besace, 4 de mouvement. Certes, une sauvegarde moins efficace que celle du Blade Master, mais il a plus ça en équipement, plus ça en mouvement. Clairement, en termes de caractéristiques pures, à haut niveau, le Bard, pour moi, est supérieur au Blade Master. Alors, bien évidemment, tout ça peut être accentué, mitigé par de l'équipement, par des cartes de compétences, mais brut comme ça,
notre ami le Bard, je trouve supérieur. C'est pas 4 points de vue en plus qui vont faire la différence. Par contre, tout le reste, 4 d'équipement, du mouvement en plus, une meilleure sauvegarde, une action spéciale en plus et un pouvoir en plus pour le Bard. Concrètement, ça vaut pas les 4 points de vie de différence entre les deux. Hein. Une action spéciale et un pouvoir contre uniquement 4 points de vie en plus. Je préfère clairement à ce niveau-là clairement le Bard, même si encore une fois la capacité de Blade Master est à 100% de réussite, parce que c'est un bonus permanent, enfin en début de tour. Lui, sa capacité c'est de faire une relance de dés. Donc relancer un dé c'est toujours sympa, mais tu peux tomber sur un résultat pire. Voilà, donc bon. On va partir sur les pouvoirs. On va commencer par le Blade Master. Alors, le Blade Master. Alors du coup, on a vu qu'il avait 5 pouvoirs spécifiques à sa classe de Blade Master. On va tout de suite les étudier. Alors, le Bodyguard. Alors, c'est une attaque en réaction quand tu défends. Donc, quand on devient la cible d'un ennemi... Non, pas du tout. Recommence, bonhomme. On peut devenir la cible d'un ennemi qui attaque directement un autre ennemi de notre zone. Le Diablotin attaque Victoria, je peux dire ça, pour que le Diablotin m'attaque. En défense, on défend contre cette attaque en utilisant le bonus de gauche ou le bonus de droite, si le héros est le Chosen One. Donc, si, par un coup du sort, j'ai mis à Victoria le petit bonus Chosen One, qui est ici. Si Victoria est attaquée par un monstre quelconque et que je suis dans la zone, bien évidemment, je peux faire en sorte que l'attaque arrive sur moi. Si ce personnage-là a le token Chosen One que j'ai donné en début de partie, à ce moment-là, je gagne plus un bouclier. Sinon, j'ai pas de bouclier de défense, mais j'absorbe quand même l'attaque. À partir du niveau 4, plus un bouclier s'il n'est pas le Chosen One, plus 2 s'il est l'être élu, l'être suprême. Alors, que dire de cette compétence ? Cette compétence peut nous permettre de tanker, mais occasionnellement. Hein. C'est pas parce qu'on a cette compétence-là que l'on va devenir le tank principal de la partie. Hein. On n'a que... Alors attendez, je remets niveau 1 en tant que Blade Master. On n'a que 5 points de vie, hein, ce qui est peu finalement, contrairement à un Icarus ou un Tristan qui au niveau 1 a 5 points de vie aussi. Du coup, qu'est-ce que... Non, je sais pas, il est où mon Icarus ? Je cherche Icarus. J'ai perdu Icarus. Voilà, Icarus niveau 1, avec 6 points de vie, hein, voilà. C'est pas parce qu'on a cette compétence-là que l'on va forcément devenir le tank de la partie. D'autant plus qu'on ne peut absorber une attaque que d'un ennemi qui est dans notre zone. Hein. Donc grosso modo, si je suis à la traîne derrière et que Victoria est là, même si elle est le Chosen One, je ne pourrai pas absorber l'attaque. Il faut que je sois dans la zone pour absorber son attaque. C'est un sort sympa en réaction qui peut être utilisé vraiment en cas de dépannage. Ça va pas faire de vous ça va pas faire de vous le tank principal pour autant avec cette capacité-là. Ça peut dépanner pour soulager le tank un petit peu, mais c'est pas pour autant que l'on va se mettre à tanker de manière efficace avec Rild. Deuxième capacité pour Rild, à une portée de 2. Donc jusqu'à la phase de temps, on devient, s'il te plaît, la victime préférée de l'ennemi ciblé. Toutes les attaques entre toi et l'ennemi infligent plus 1 dégât. Donc là, c'est important de comprendre la phrase. Hein. Toutes les attaques entre toi et l'ennemi donnent plus 1 de dégât. Tu fais plus 1 de dégâts, mais lui aussi fait plus 1 de dégâts. Au niveau 1 et au niveau 5, c'est plus 2. Que dire de cette carte ? Alors personnellement, je la préfère à celle d'avant, hein, parce que ça va forcer un ennemi à venir t'attaquer. Hein. Avant, donc du coup, tu anticipes le fait qu'un ennemi aille attaquer quelqu'un plutôt que d'être en réaction. Donc là, voilà. Tu vas te taper forcément avant l'ennemi quand c'est ton petit plus en attaque. Lui aussi va avoir plus en attaque parce que il va te combattre, mais tu as le potentiel destructeur, j'ai envie de dire, de le tomber avant, de tuer l'ennemi avant qu'il ne puisse riposter, et donc avant qu'il ne bénéficie lui aussi de son petit plus 1 en
en touche. Voilà. Donc moi je la préfère à celle d'avant. Ça nous bouffe une action, certes. Ça porte à plus loin, ça porte à 2, c'est quand même plus intéressant. Et ça va nous permettre de dire en sorte, voilà, maintenant le Gremlins là est censé attaquer Victoria. Non, Victoria elle est ici. Non, moi j'utilise celle-là. Comme ça, le Gremlins, je sais qu'il va attaquer forcément Rild. Et à moi, du coup, après, avec mon petit plus en attaque et une éventuelle ajustement ou n'importe quoi, d'essayer de le tomber avant que ça arrive. Voilà. La compétence suivante, c'est Expert Fighter. Encore une action spéciale qu'on obtient au niveau 3. On fait une attaque en plus avec une arme exotique. Cette attaque inflige diablotin, on va relancer n'importe quel dé d'attaque. Donc là, c'est là où c'est important d'avoir le mot-clé exotique. Je vais vous montrer une arme exotique si j'en trouve une dans les trésors vite fait. Par exemple, celle-là, c'en est pas une, c'est pour vous montrer la différence. Est-ce que je vais en avoir une dans les trésors ? Voilà. L'épée de feu ici est une arme type slash épée. Là, une arme de type slash exotique. Voilà, la différence entre les deux, c'est ça. Donc, uniquement, voilà, sont concernés par l'exotic fighter les armes de type exotique. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Que dire de cette compétence ? Donc, mitigé sur cette compétence du fait de sa limitation aux armes exotiques. Déjà, pour commencer. Hein, les armes exotiques, tu n'en as pas des masses. Je crois que tu en as 2 dans l'acte 1. Enfin, j'en ai trouvé qu'une déjà dans le paquet de trésors de l'acte 1 en ma possession. J'ai été un peu chercher, je crois que tu as une autre arme exotique dans l'acte 1, mais qui n'est pas présente dans le paquet de... Enfin, en tout cas, dans la boîte de base. Donc, du coup, tu es très, très limité, malheureusement, pour cette compétence-là. Donc, avoir une attaque en plus, ouais, c'est bien, mais encore faut-il avoir l'arme qui permet d'avoir cette attaque en plus. Du coup, bon. Également, bon, le bonus ça, sur Gremlins, hein, du coup, bon, c'est bonus marginal, donc on s'en fout un petit peu. C'est juste que c'est quand même une attaque au niveau 3 qui nous coûte une action. Hein, au niveau 3, si on est Blade Master, au niveau 3 des actions, on en a une. Hein, donc, à voir un peu ce qu'on utilise. Si on utilise du coup le duel ou si on utilise... mince, j'ai perdu le nom de la compétence dont je voulais vous parler. On ne l'a pas encore vu. Oui, ça y est, j'ai trouvé, c'était duel en fait. Si tu utilises duel et Exotic Fighter... Eh ben, au niveau 3, ben, t'es embêté parce que tu n'as qu'une seule action. C'est à partir du niveau 4 que tu as 2 actions spéciales. Donc, va falloir arriver à trouver le bon compromis avec les actions, sachant que celle-là a une cooldown de 2, celle-là a une cooldown de 3, pour l'utilisation d'une arme exotique. Les chances de tirer une arme exotique sur le paquet de cartes sont forcément un petit peu rares. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre ou pas cette compétence ? Libre à vous, en fonction de comment vous allez le jouer. Moi, pour mon côté, je préfère me passer de cette compétence-là, parce que, à moins de maîtriser, bien évidemment, la pioche des cartes trésors, en ayant un personnage dédié à aller chercher des trésors, comme Shae par exemple, si j'ai pas ça dans le groupe, cet exotique fighter là ne m'intéresse pas plus que ça. La compétence garde, une compétence en réaction passive, au niveau 3. Si un ennemi rentre dans notre zone, on va faire une attaque en plus avec notre arme contre l'ennemi qui vient juste de rentrer. Et ça, 3 de cooldown. Que dire de cette compétence ? Je suis pas fan. Je suis pas fan de la compétence. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est quand un ennemi rentre dans notre zone, donc tu es censé être le tank, hein, donc déjà c'est toi qui es censé aller vers eux, enfin tu es censé être le tank, tu es censé accompagner ton tank, donc tu es censé être déjà au corps à corps en contact avec ce personnage-là. Donc c'est assez random, parce qu'il faut déjà que quelqu'un rentre dans ta zone, hein.
Donc il faut que soit que tu arrives à les attirer, soit que tu sois positionné de façon à ce qu'ils viennent vers toi. Après, tu peux les attirer avec le duel, éventuellement, pour faire en sorte que l'ennemi se déplace dans ta zone. Donc si jamais tu combines le duel et la garde, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Ça te permet de faire une attaque en plus avec ton arme, contre l'ennemi qui s'est juste bougé, et ça coule dans le 3. Donc du coup, c'est avec ton arme, donc là, t'es pas restreint comme l'exotic fighter aux armes exotiques, donc ça te fait une attaque en plus, mais quel que soit l'équipement que tu possèdes. Donc c'est déjà plus intéressant que l'exotic fighter, même si je suis pas forcément fan d'attendre qu'un ennemi rentre dans la zone pour venir m'attaquer. Hein, je préfère forcer le combat et moi y aller, plutôt qu'attendre et être passif. C'est plus mon style de jeu à ce niveau-là. La dernière compétence pour le Blade Master, c'est sa compétence légendaire qui est le Quickening. C'est une action gratuite. On va regarder le sommet de la carte rencontre, la carte au sommet de la carte rencontre, pardon, et là remettre en place. Si notre prochaine attaque cible un des ennemis qui va être activé par cette carte, cette attaque ignore toutes les résistances ennemies et gagne mortel, létal en anglais. Alors, ce qui est pas intéressant à voir, c'est que dans cette situation-là, si on tire une carte et qu'on dit que tous les ennemis verts s'activent, et qu'on a une attaque de zone, sachant qu'on n'a que des ennemis verts autour de nous, eh bien, il va prendre mortel, 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 mortel. Donc là, c'est une compétence vraiment, vraiment sympa. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre cette compétence alors que tu peux avoir déjà celles qui sont ici ou une des 3 compétences neutres? Je ne sais pas encore. C'est relativement situationnel. D'autant plus que c'est une fois par quête. Hein, c'est une compétence légendaire. Donc il faut que les astres soient alignés. Hein. Il faut que tu éventuellement, pour que ce soit efficace, ou si tu veux descendre quelqu'un, il faut que tu tournes la carte, hein, que tu ailles voir un peu l'ennemi qui va s'activer, et en fonction de ça, c'est à toi d'aller voir, de te déplacer vers l'ennemi en question. Hein. Donc potentiellement, éventuellement, peut-être prendre des attaques en réaction si c'est pas la bonne carte. Donc il faut être sûr de le jouer au bon moment. C'est très hasardeux comme carte, comme pouvoir en tout cas. Après, si t'as qu'un seul ennemi, bon c'est dommage, mais bon, lui il va prendre mortel. C'est sûr que si tu arrives à faire un petit combo à ce niveau-là avec plusieurs ennemis verts, du même couleur, qui s'activent en même temps sur ta prochaine carte rencontre, là ça vaut le coup. Mais tu ne sais pas tant que tu n'as pas tiré la carte rencontre. Et c'est toujours compliqué avec ce genre de tirage un petit peu hasardeux. Donc voici ce qu'on a pu voir au niveau des cartes pour notre ami le Blade Master. On va maintenant s'occuper du Bard. Alors Bard, lui, est plus un personnage à distance, hein, dextérité magie, hein, il est plus là peut-être pour utiliser un arc, une arbalète ou envoyer des objets à distance. Première capacité du Bard, la télékinésie. Télékinésie qui est une action gratuite, à une portée de 2. Pouvoir 1, ça nous permet de ramasser n'importe quel nombre de loot, items ou pièces dans la zone ciblée ou sur le héros ciblé. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller récupérer un objet ou une pièce, n'importe quoi, chez quelqu'un et le mettre dans ma besace, hein, ou au sol ou le mettre dans ma besace. Au niveau 3, on peut du coup faire ça, ou alors au niveau 3, on peut faire ça, on peut déplacer un ennemi d'une zone par acte, et cet ennemi devient KO. Alors, cette petite compétence, quoi en dire? Pas grand-chose. Ramasser un objet, aller le chercher par terre, ramasser des pièces, bon, t'as que 2 mouvements, hein, t'es pas handicapé, hein, tu peux te déplacer. D'accord? Ensuite, déplacer un héros, un ennemi d'une zone, et puis le fait qu'il devienne KO, oui, pourquoi pas, par contre, c'est un cooldown de 3. Donc tu fais ça une fois tous les 3 tours. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce pouvoir-là juste pour ça? Non, clairement pas pour le niveau 1 qui vaut pas le coup, à mon sens, parce que tu bouges tes petits pieds hein, pour aller récupérer du loot, hein, bien évidemment. Après, tu peux en récupérer n'importe quel nombre de loot, mais bon, pour moi, ça ne justifie pas le fait de prendre un pouvoir. Le Bard de Song, c'est une chanson
une chanson, c'est de la musique, tu fais de la musique. Hein. Donc c'est une portée de 2, c'est une action spéciale. Niveau 3, 2 de cooldown, tu lances un dé rouge, tu appliques le résultat suivant au héros ciblé jusqu'à la fin de la phase de temps. Sur un pentacle, plus une action. Sur un éclair, plus un mouvement. Sur un sort incenserie, plus une touche. Alors comment te dire c'est-à-dire il va pas marcher 30% du temps, parce que quand tu lances un dé rouge, tu peux tomber sur un symbole de touche, tu peux tomber sur un autre symbole de bouclier, ils sont où les dés rouges? J'essaierai de vous... Attends, j'essaie de vous trouver un dé rouge, voilà. Tu peux tomber donc sur une touche, tu peux tomber sur un diablotin, voilà. Ne sont pris en compte que les pentacles, les éclairs et le sort incenserie. Hein. Donc, bon, alors effectivement, le symbole pentacle et le symbole soit incenserie sont de très bons résultats. D'accord? Bon, le symbole éclair est tout pourri, plus un mouvement. Par contre, les deux autres sont plutôt bien. Par contre, c'est du hasard, quoi. C'est du hasard. Donc, franchement, pour un pouvoir niveau 3 qui a d'autres cooldowns, qui bouffe une action spéciale, pouvoir donner une action spéciale à quelqu'un, c'est sympathique, effectivement. Mais alors, voilà, là je fais la touche et l'éclair. Voilà, je gagne un point de mouvement. Je pense que tu vas donner plus de points de mouvement que le reste. Donc, c'est pas clairement un pouvoir que je ciblerai malheureusement. The Bard Tail, c'est un peu le même principe. Cette fois-ci, on lance un dé bleu. Par contre, on applique le résultat à tous les héros à portée. Donc c'est déjà un peu plus sympa. Tandis que là, tu appliques ça à un héros ciblé. Là, c'est à tous les héros à portée. Sur un pentacle, tu soignes un point de santé par acte. Sur un bouclier, jusqu'à la fin de la phase d'événement, quand ils se défendent, ils ont un bouclier. Donc tous les héros, hein, donc toi compris. Hein. Et bien évidemment, ça c'est pas mal. Pour un éclair, on va faire pivoter de 1 tous les pouvoirs qui sont en recharge. Voilà, donc si ton pouvoir il est comme ça, il est en recharge et qu'on te dit de le switcher de 1, oups, il revient bien évidemment sur sa phase active. Donc ça va te permettre de réactiver des pouvoirs très rapidement. Donc, que dire? C'est déjà beaucoup mieux que l'autre qui échoue à 30%, il échoue qu'à 10%, celui-là. Hein, parce que sur les dés bleus, ces symboles-là sont fortement présents. Donc pas de souci avec ça. Par contre, en termes d'effet, l'effet de l'éclair est vraiment sympathique. Ah bon, là, par contre, c'est 20% du résultat. Hein, sur un dé bleu, tu as 20% de chance d'obtenir l'éclair. Effectivement, c'est vraiment sympa que tous les héros, en plus c'est tous les héros à portée, hein, recharge d'un cran un de leurs pouvoirs utilisés. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, le soin, t'as 30% de faire le soin, donc c'est ok. Pas terrible, mais c'est ok. C'est 1 point de vie par acte. Sachant qu'on est à l'acte 1, tu vas soigner un petit point de vie. Ok. Et le bouclier, 40% de l'obtenir. C'est bien. C'est bien, parce que ça te permet vraiment de booster ta défense. Et la défense de tes copains, ils ont tous poussé en défense. Mais malheureusement, c'est encore quelque chose qui est très hasardeux, parce que ça va dépendre du dé. Donc, il ne faut pas forcément compter là-dessus pour sortir d'une situation un petit peu embarrassante. Hein. Le Plane Shift comme pouvoir, un pouvoir spécifique au Bard, c'est une action spéciale. Niveau 2 pour l'avoir, 2 symboles de recharge. On peut gagner un... Alors c'est quoi symbole? Un sévère. Avec la caméra, je ne voulais pas. C'est un bouclier magique, bien évidemment. On peut gagner un bouclier magique, ce qu'on ne peut pas avoir, sauf si on a une armure prévue pour, bien évidemment.
On peut se... Parce que moi, j'étais en train de lire la truc et essayer de la traduire. Les hindrance, c'est les obstacles. J'ai cherché la traduction de ça. On peut se déplacer jusqu'à une zone par acte en ignorant les obstacles et les attaques de réaction. C'est pas un mauvais pouvoir. C'est pas un mauvais pouvoir. C'est pas non plus un pouvoir mandatory obligatoire à avoir. Sympa d'avoir son petit bouclier. Son petit bouclier magique. Là, c'est sympa. Par contre, bah, c'est une fois tous les 2 tours. Donc, bon. Attendez, j'essaie de faire la mise au point ici, voilà. Ouais, ça donne du mouvement. Après, comment dire, tu n'es pas obligé de prendre une arme au corps à corps avec ce personnage-là. Tu peux très bien prendre un arc et rester derrière ou lancer des armes de jet. Donc, du coup, le mouvement va pas te servir à grand-chose en soi. En fait. Voilà. Personnellement, je crois que j'ai pas dû. Quand j'ai joué Rill, j'ai pas dû prendre ce pouvoir-là. Hein, mais parce que j'étais parti côté Blade Master, moi. Mais j'ai pas dû prendre ce pouvoir. Mais bon, il me botte pas plus que ça. Malheureusement. Enfin, le pouvoir ultime héroïque de Rild en barde. Donc c'est une attaque, niveau 7. Tous les ennemis à portée font une attaque avec leur arme principale contre eux-mêmes. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce qu'on parle de tous les ennemis, boss y compris. Hein, voilà, on ne nous parle pas des ennemis d'une couleur particulière d'ennemis, c'est tous les ennemis, boss y compris. Donc du coup, là, on a un pouvoir légendaire qui peut être assez efficace. Si jamais tu sens que c'est la demeure en termes de combat et que le boss a très peu de points de vie, eh ben, que le troll ou que l'orc fasse... Bon, alors là, du coup, non, parce que c'est niveau 7 que tu l'obtiens. Le troll et l'orc, tu les combats pas niveau 7, hein, tu les combats un peu plus... beaucoup plus tôt, niveau 4, hein, évidemment, dans la campagne de base. Mais pourquoi pas hein, faire que tous les ennemis puissent s'infliger une attaque avec leur arme principale contre eux-mêmes. Je pense que là, on a un pouvoir légendaire qui vaut le coup d'être pris. Il vaut le coup d'être pris, ce pouvoir. On va voir maintenant les 3 pouvoirs neutres, que sont la Last Defense, la dernière défense. Avant de défendre, on va lancer un jet de sauvegarde. Si c'est un succès, on ira à l'attaque. Sinon, on récupère l'attaque et elle récupère mortel. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'ignorer complètement une attaque en lançant un dé de sauvegarde. Concernant le bard qui est ici, il fait une sauvegarde sur la touche. Donc, grosso modo, sur un dé bleu, il a 50% de chance de la réussir. Si tu utilises le Lucky Charm, qui est un artefact qui permet de relancer ta sauvegarde, du coup, tu passes à 75% de chance que ça fonctionne. Donc là, la Defense pour le bard, ça vaut le coup. Pour le Blade Master, qui a malheureusement un pentacle en sauvegarde, t'es pas à 50-50, t'es à 30-70, hein, donc t'as 30% de chance d'avoir le pentacle et 70% de chance de ne pas l'avoir. Donc même avec le Lucky Charm, tu montes pas à 50% de chance, t'as pas une chance sur 2. Donc là, mettre cette Last Defense sur le Blade Master n'est pas très judicieux. Par contre, le mettre sur le Bard, ça peut être sympathique. Ça peut te permettre du coup de relancer, enfin d'avoir une sauvegarde. Tu lances, tu fais le hit. Tu as une chance sur 2 d'annuler complètement l'attaque. Donc ça, c'est quand même une chance sur 2, c'est intéressant une chance sur 2. Si elle ne le passe pas, elle est létale, donc elle est mortelle. Bon, dans une touche, tu vas forcément passer ta défense. Mais si tu as les bons objets pour relancer les sauvegardes, ou si tu as des personnages qui permettent de relancer les sauvegardes avec toi, qui peuvent t'aider, ça vaut peut-être le coup pour le prendre. Il y a un cooldown sur ce pouvoir-là, hein, c'est pas tous les tours non plus, hein, il y a un cooldown de 2, donc c'est une fois tous les 2 tours que tu vas pouvoir faire cette attaque, hein, cette compétence. Deuxième compétence commune aux 2 classes, le Master Strategist. Donc c'est un passif, si les héros contrôlent la zone, on gagne au niveau 2 en attaquant un éclair plus une touche, en défendant un éclair plus un bouclier. Et au niveau 4, en attaquant, on a plus une touche, en défendant, on a plus un bouclier. Donc pour ça, évidemment, c'est un passif. Il faut que l'on contrôle la zone.
Mais contrôler une zone, c'est assez facile. Hein. Contrôler une zone, hein, il faut être en supériorité numérique par rapport à l'adversaire. Il ne faut pas la dominer. Dominer, c'est du double. Si on est comme ceci, là, on la domine, la zone. Voilà, c'est pas un mauvais exemple. Si on est comme cela, bon, c'est un mauvais exemple, c'est Tristan, mais lui, il contrôle forcément la zone. Donc, c'est un mauvais exemple, je prends de l'Aegon, voilà. Si on est comme cela, on est 3 contre 2, la zone, elle est contrôlée. Donc, du coup, on attaque en faisant un éclair, tu as plus une touche. En faisant un éclair en défense, un éclair, tu as plus un bouclier. Donc, pour moi, c'est un pouvoir très, très puissant dans le sens où, généralement, tu essaies de contrôler toujours, de dominer toujours la zone dans laquelle il y a le combat. Même si Rild, en tant que barde, va être à l'extérieur du combat, en tant que Blade-Master, qui sera dans le combat, en tout cas plus proche du combat, je pense que c'est une compétence vraiment, vraiment à prendre. Dernière compétence, le training. Eh ben, on a 2 points de vie au niveau 2, au niveau 4, 2 points de vie, une sacoche, au niveau 6, 2 points de vie, une sacoche, un petit mouvement. C'est des bons bonus. Franchement, oui, si on a une compétence qui traîne, ça vaut le coup de la prendre, parce que 2 points de vie, surtout une sacoche, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est sympa. Il y a moyen de se faire plaisir avec cette compétence-là, je pense. Même si elle ne va pas arriver tout de suite dans notre choix, il y aura des choix à faire en fonction des compétences qui seront ici et là d'abord. Et ce master stratégique qui est quand même vraiment, vraiment intéressant. Master stratégie, je le mettrai plus avec notre ami le Blade-Master et le Last Defense plus avec Bard et sa défense qui est plus efficace, bien évidemment. Le training, les deux peuvent l'avoir, c'est pas un problème, ça fait plus de points de vie par rapport à ça. C'est plutôt cool. En termes de talent, les talents maintenant, on va commencer par la camaraderie. Ça peut être un choix intéressant de pouvoir relancer un dé si le héros que tu as choisi comme camarade est engagé, bien évidemment. Donc là, ça vaut peut-être valoir le coup. Le toughness, donc le point de vie, le bard n'en a pas forcément besoin parce que le bard n'a pas forcément la vocation d'aller au contact, contrairement au Blade-Master. Donc le toughness peut être une option viable pour le Blade-Master, surtout qu'en plus tu peux avoir le training ici, qui peut faire qu'au niveau, donc là tu seras au niveau 3, tu auras donc 4 points de vie au niveau 3 avec ces 2 compétences en plus, ce qui peut être intéressant, c'est qu'au niveau 3 par défaut, alors attends, si je me mets côté, là tu as 8 points de vie, et ça te rajouterait du coup 4 points de vie, donc tu passerais à 12 points de vie au total, au niveau 3, ce qui n'est pas dégueulasse, tu as une bonne survivabilité. Le runner, c'est plus un de mouvement. Non, là franchement, voilà. Le plus un de mouvement, tu as déjà 4-3 de mouvement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir plus. L'intérêt d'avoir cette action est très limité. Encore une fois, je passe sur le marchand là qui nous permet d'acheter des trucs à moins cher, ça ne m'intéresse pas du tout. Le Lucky. Le Lucky peut être intéressant si tu pars sur Last Defense avec le Bard. Voilà, ça permet de, éventuellement, chaque fois que tu dois faire une sauvegarde, de lancer 2 dés, de choisir lequel tu veux. Donc là, tu lances, du coup, au lieu de lancer un dé bleu, tu lances 2 dés bleus, et il faut que tu fasses au moins une touche pour activer le Last Defense. Ça peut avoir le coup, ça booste les chances de succès en tant que Bard, et ça augmente considérablement celle aussi en tant que Blade Master. Donc, si jamais tu pars sur Last Defense, avoir le talent Lucky peut être une bonne chose. Voilà. Bon, à savoir que la defense, c'est une fois tous les 2 tours. Donc, malheureusement, tu n'auras pas ça tous les tours. Sauf si tu joues avec Tristan, le personnage qui fait le café, qui va te permettre de recharger tes pouvoirs, bien évidemment, et de les gagner un coup plus vite. Et enfin, le talent expert que voici. On peut retirer un dé en moins, un dé d'attaque en moins pour avoir un éclair en plus. Alors... je vois pas quelle compétence serait intéressante d'avoir, en tout cas pour le personnage en lui-même, parce qu'il n'utilise pas beaucoup d'éclairs dans ses capacités, Tristan, que ce soit ici ou de l'autre côté, Rild. Par contre, en fonction de l'arme que tu obtiens, ça peut valoir le coup. Si tu prends ton arme exotique, par exemple, imaginons que nous partons avec une arme exotique, il est où ? Je l'ai mélangé, bien évidemment. Tiens, le gardien qui est ici. L'éclair te permettrait éventuellement d'avoir le dé rouge en moins
mais de faire, de gagner un bout ici, enfin la moitié de cet éclair-là, quoi. De cette capacité-là. Bon, à savoir faire une attaque en plus. Oui, bon, franchement, le talent expert, je pense qu'il serait mieux dans les bras d'Oriel, par exemple, ou avec un autre personnage, notamment, enfin, principalement Oriel, parce que c'est elle que je préfère pour qu'elle ait ce talent-là. Mais voilà. On a fait le tour de toutes les capacités de notre ami, Rild. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va passer en vue de ma tronche pour débriefer de tout ça. À tout de suite. Alors, notre ami Rild, il est où? Il est là. Rild a cette particularité de pouvoir justement avoir vraiment deux chemins différents en fonction de l'archétype que tu prends. Vraiment un chemin orienté force avec le Blade Master et orienté magie et dextérité avec le Bard. Là, tu es plus carrément au corps à corps. Là, tu peux te mettre à une zone de distance si tu as envie. Tu peux aller au CAC, mais la distance est quand même recommandée pour ce personnage-là. Une compétence sympathique qui lui permet, en tant qu'éventuellement de Blade Master, d'avoir des options d'attaque et en défense en plus pour un éclair si jamais ça contrôle la zone. Le Last Defense qui va nous permettre d'annihiler complètement une attaque ennemie si si les jets de sauvegarde sont bénéfiques. C'est des sauvegardes que l'on peut éventuellement moduler grâce au talent Lucky qui est ici. Et le Training qui permet d'avoir plus de points de vie, plus de mouvement et plus d'inventaire. Donc un personnage, ma foi, sympathique. La seule fois que je l'ai joué en étant Blade Master. Il faudra que j'essaye de le jouer en étant Bard pour voir un peu ce qu'il donne. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer en tant que Blade Master avec ce petit token là qui permettait de donner plus 1 d'attaque ou plus 1 de défense au personnage ciblé. Je lui ai mis le talent clé camaraderie, histoire d'accentuer un peu plus cet état de fait. Donc c'est vrai qu'en fait, le personnage qui était l'élu était également le camarade de Rild. Vraiment, donc Rild était vraiment compagnon. J'avais Icarus en tant qu'à côté de moi. Et du coup, je ne quittais pas d'une semelle Icarus. Et entre le petit bonus qui était ici, alors j'ai mis le bonus de défense avec Icarus pour qu'Icarus soit encore plus tanky, et le fait de pouvoir relancer des dés d'attaque ou de défense quand moi j'attaquais, bref, le même ennemi, faisait que on avait un duo assez efficace. C'était plutôt un bon petit combo. Le seul problème de Rild, c'est ces armes exotiques qu'il doit essayer de choper pour avoir la compétence Exotic Fighter en tant que Blade Master. Je ne l'ai pas prise parce que voilà, il y a une arme exotique dans tout le lot, donc on n'avait pas chaillé dans le groupe pour aller fouiller le paquet de trésors, donc j'ai essayé de ne pas prendre cette capacité-là. Après, le début de la partie est un peu compliqué en tant que Blade Master parce que tu commences avec uniquement un talent, donc j'ai pris le talent camaraderie, comme dit, ce qui m'a permis de soutenir mon tank et d'être soutenu par mon tank en retour. Mais bon, c'était un peu compliqué. Après, bon, tu as ton pouvoir au niveau 2. D'ailleurs, c'est moi qui ai pris la montée niveau dès le début pour avoir un pouvoir, parce que ça devenait quand même compliqué de ne pas avoir de pouvoir en début de partie. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a parlé donc de Rild, le Bard, l'archétype plutôt Bard de Sword and Sorcery. Il va nous rester 4 personnages à voir. Cimmeria, Onamor, Volcor et Victoria. Des personnages que j'avais déjà joué dans la boîte, enfin dans les vidéos précédentes sur la chaîne, Rild, Morrigan et Tristan, ces 3 personnages que je n'avais jamais joué. Voilà, donc ces personnages-là étaient partis à l'aventure. J'ai fait plusieurs parties non filmées avec des potes où j'ai joué principalement ces 3 personnages-là les uns après les autres pour voir un peu ce qu'ils valaient. Donc j'ai pu vous parler un peu de l'expérience que j'avais dessus. Mais j'ai moins d'expérience sur les 3 personnages, donc sur Rild, Morrigan, Tristan, que sur ceux de la boîte de base, je les ai poncés, pas de souci. Et Onamor, Cimmeria, Volcor et Victoria, ceux-là, pareil, j'ai beaucoup joué lors de vidéos précédentes sur la chaîne. Donc je vous renvoie vers ces vidéos-là si vous avez envie de voir leur gameplay plus en détail. Alors vraiment s'attarder sur les pouvoirs de ces personnages-là. Donc il reste 4 vidéos à faire, et puis après on aura fait le tour de Sword and Sorcery en termes de personnages. Même s'il y a 2 personnages que je n'ai pas encore pu procurer, que sont Skeld et Skeld, donc c'est le nain berserker, et puis j'ai perdu le nom, c'est pas Morrigan, c'est comment il s'appelle l'autre gros bourrin là, c'est Morrigan, c'est la chasseuse de vampires, de démons. C'est une espèce de gros barbare avec une épée à 2 mains. J'ai perdu son nom. Alors là, je l'ai mangé, le nom, mais c'est pas grave. Enfin bref,
Tout ça pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous mets des gros pouces en l'air. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut. Bye bye.